C'est un petit plaisir d'être ici. Vous n'êtes pas nombreux à avoir fait l'effort, mais je tiens à saluer ceux qui ont pensé à mettre du rouge. J'en vois 2 ou 3. C'est toujours les filles, les autres... bon. J'étais invité à vous présenter le livre L'ère du peuple, qui est paru en septembre 2014. C'est un livre qui occupe une place particulière dans le développement de ce que j'appelle une pensée politique, en l'occurrence celle que j'ai commencé à mettre en livre dans 14 ouvrages différents, et qui se sont suivis à mesure que se précisait à mes yeux le tableau de l'examen que je faisais sur le monde. J'appartiens à la tradition du socialisme révolutionnaire. C'est une expression qui veut dire à peu près rien. Sinon que vous entendez le mot révolutionnaire, c'est donc l'idée que la société peut être l'objet d'un grand bouleversement. À quelles conditions, pourquoi et comment, ce sont les questions traditionnelles de l'action politique de gauche. Et vous entendez révolutionnaire, socialisme, vous voyez 2 courants, l'un qui est ancré dans le républicanisme français, tel qu'il sort de la Grande Révolution de 1789, et ensuite de sa mutation lorsque le mouvement socialiste naît et met à nu les rapports sociaux qui, à l'intérieur du monde capitaliste, expliquent les crises successives qu'il connaît, les misères qu'il déchaîne, alors même qu'il dispose d'aussi puissants moyens de production et d'échange que ceux qu'on avait à l'époque et qui aujourd'hui sont démultipliés de manière bien plus considérable. L'importance de ce livre, c'est qu'il essaye d'être une synthèse. Par conséquent, il a 2 défauts. C'est forcément un résumé, et par maints aspects, il est simpliste, à mes yeux. Il a un autre défaut, c'est que pour que j'arrive à le vendre à 10 €, somme maximum que je crois possible de dépenser pour un livre en pensant à ceux à qui je m'adresse, il faut qu'il tienne dans 160 000 signes maximum. Bon, tout le monde sait ce qu'est un signe, je ne parle pas de l'oiseau. Hein. Bon, quand même, je vous teste pour voir la réactivité si vous suivez, vous êtes déjà à moitié endormi par le flot des paroles. Par conséquent, il a un côté, il a dit son ouvrage profond, j'ai compris qu'il voulait dire que, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à lire. Or, nous, vous, moi, vous, qui avons la chance d'être des intellectuels, c'est-à-dire d'être rompus à la technique de l'écriture, de la synthèse, de la pensée, notre devoir est de nous rendre compréhensibles et non pas d'être pédants et de faire essentiellement démonstration de notre puissance intellectuelle par le fait que les gens n'arrivent pas à suivre ce que nous racontons. Notre travail d'intellectuel consiste à mettre en partage des idées, donc à les rendre accessibles. Les rendre accessibles, ça ne veut pas dire bêtifier ou simplifier, mais ça veut dire les mettre dans les mots et dans le vocabulaire qui sera autant que possible débarrassé des codes auxquels nous avons accès et qui nous font parfois faire l'économie d'une phrase, d'une demi-phrase, de quelques mots. Je crois que c'est mon devoir de vous le dire parce que dans cette salle se trouvent des personnes qui, dans 10 ans, dans 20 ans, à leur tour, seront à cette tribune et à d'autres, ayant écrit des livres et proposant des éléments pour penser le monde. Pouvoir penser le monde est la première fonction de la pensée politique. L'un des plus grands malheurs que nous subissons aujourd'hui est le vol des mots et leur aliénation à une cause qui n'est pas la leur souvent. Que le mot gauche puisse vouloir dire François Hollande est une aberration totale. D'avance. Je sais que tout le monde n'est pas de mon avis ici et que bien sûr je tiens à vous dire que j'ai du respect pour ceux qui pensent différemment de moi. Mais ça ne doit pas m'empêcher d'illustrer mon propos par quelques exemples qui des fois seront un peu rugueux. Hein. Ne m'en veuillez pas. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, au moins vous avez une idée personnelle et si vous êtes d'accord de même. Le fait qu'on nous prenne les mots qui nous aidaient à penser nous interdit de penser. Si vous appelez avion une pomme, vous ne pouvez pas parler du cidre. Si vous nommez socialisme ce qui est autre chose, vous ne comprenez rien à ce que peut être la perspective du changement du monde. Pour illustrer le début de mon livre, je voulais à la fois montrer la distance qu'on aurait à prendre avec des mots qui ont été utilisés d'une manière qui ne désigne plus rien de ce que nous croyons désigner en les utilisant, et d'un autre côté, je voulais répondre à cette question qui est que nous sommes confrontés à des événements
d'une nouveauté radicale, qui n'ont jamais eu lieu avant cet âge-ci. Mais comme vous êtes dedans, vous ne vous en rendez pas compte. C'est ces points dans lesquels nous sommes immergés que je veux mettre en lumière pour dire le monde dans lequel nous vivons est radicalement neuf. Mais il est neuf comme aucune génération avant la vôtre n'a pu connaître une telle nouveauté. Parce qu'il s'est produit une accélération du changement qui prend des aspects vertigineux et nous oblige à repenser le présent. Mais il faut le repenser en étant capable d'en discerner la cohérence. Autrefois, dans la pensée de gauche, on appelait ça une Weltanschauung, qui en allemand veut dire une vision globale, une vision du monde, où les différents aspects d'une réalité très complexe, très diverse, se rattachaient à un corps de liaison et d'analyse d'ensemble. C'est ça qu'on essaye de restituer. Je ne dis pas que j'y parvienne, en tout cas, je m'y efforce. Et c'est à cet effort que je voudrais associer tous ceux qui ont le goût de la pensée et de l'action dépendant d'une pensée. Il ne peut pas y avoir d'action claire et de stratégie victorieuse avec une pensée confuse sur des événements non compris. Pour illustrer cette idée, j'avais trouvé une citation de Garcia Marquez, j'avais oublié, j'ai lu 100 ans de solitude. Qui a lu 100 ans de solitude ici? Ça va, c'est raisonnable. J'ai lu 100 ans de solitude il y a très longtemps, et j'avais oublié. Quelqu'un m'offre ça à l'entrée d'une réunion, et je retrouve les premières phrases. Le colonel Aurelio Buendia va être fusillé. Alors il paraît que c'est une occasion dans laquelle on se met à réfléchir à toutes sortes de choses. Et il se souvient, il dit, quand nous sommes arrivés, ce monde était tellement neuf qu'il n'y avait pas de mots pour désigner les choses. Si bien que, pour pouvoir les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Je vais donc m'employer à montrer du doigt un certain nombre de réalités que nous ne pouvons pas penser avec les cadres du passé. Ce que j'en dis n'est pas pour fustiger telle ou telle doctrine, mais pour montrer comment nous avons un devoir de réinvention. Le monde est en proie à 3 bifurcations. J'utilise le mot bifurcation plutôt que le mot révolution, et surtout pour prendre mes distances avec le mot crise. Il n'y a pas de crise. Même si depuis 30 ans on cesse de répéter qu'il y a une crise, il n'y a pas de crise. Car jamais le monde ne reviendra à l'état antérieur. Jamais le capitalisme ne trouvera l'équilibre qu'il avait trouvé pendant la période dite des 30 glorieuses, dont je me permets de vous rappeler qu'elle n'était pas glorieuse pour tout le monde. Nous partons en direction d'un futur aujourd'hui largement non dessiné, même si nous en apercevons les tendances fondamentales. Pour le mot bifurcation est plus intéressant que le mot révolution parce qu'il rend mieux compte du phénomène. Qu'est-ce qu'une bifurcation? Dans les système dynamique veut dire en mouvement, quels que soient les éléments qui sont en mouvement, une bifurcation est un changement soudain de trajectoire, qui dépend du changement d'un seul paramètre. Je vais prendre une image simple, et donc caricaturale, et donc en partie erronée. Vous conduisez une voiture sur une route absolument toute droite, à une vitesse absolument constante, tous les paramètres sont les mêmes. La route, la vitesse, le véhicule, vous, il n'y a rien de changé. Sauf une chose, entre une guêpe et vous pique. Et cette infime variation dans le modèle dynamique qu'est cette voiture avec vous dedans va provoquer vraisemblablement un grand écart sur la route. Voilà ce qu'est une bifurcation. Tous les paramètres sont les mêmes, un ou deux changent, et alors ce qui se passe n'a radicalement plus rien à voir avec ce qui se passait avant. Je pars du plus simple pour aller au plus élaboré. La première des bifurcations que vous pouvez observer, c'est le changement de nature des rapports entre l'appareil productif et les signaux d'échange. C'est la première fois dans l'histoire que l'essentiel de l'activité économique ne dépend pas des objets réellement produits, mais de leur échange, et plus exactement que l'échange des titres d'échange est à lui-même et à lui tout seul un phénomène d'accumulation plus grand que les bénéfices qui se tirent de la production. Je ne veux pas vous saouler avec des chiffres, mais quand vous arrivez à une proportion où, pour 4 000 milliards de dollars échangés, il n'y a que 40 milliards qui correspondent à des échanges réels de marchandises, c'est-à-dire des choses dont quelqu'un a besoin qu'il achète à quelqu'un d'autre, soit pour en faire un stock et le revendre au détail, soit pour son usage personnel. Quand vous êtes dans ce rapport-là, vous voyez bien que l'accumulation ne se produit plus comme avant, simplement par la part de plus-value qu'on est en capacité de s'approprier, mais qu'elle dépend de mécanismes totalement extérieurs à la production. Bien sûr, ils restent liés à la production, mais ils en sont déjà détachés. Ils la surplombent.
Je n'entre pas dans les détails, je n'en retiens qu'une chose. Dans le mouvement de la sphère financière, vous pouvez faire du 10% de taux d'intérêt. Dans la production réelle, c'est pratiquement impossible. Dans les années 70, on considérait que 4 ou 5 points de taux de profit, c'était déjà de la spoliation. Aujourd'hui, c'est 10, 12, 18, 20. J'ai connu une entreprise qui produisait la seule capacité de production du pays en PVC. Tout le monde sait ce qu'est le PVC, il y en a partout. C'est une sorte de plastique, ça sert pour les gouttières, pour toutes ces choses. Une seule. C'était un démembrement de l'entreprise Total. Ça a porté plusieurs noms, et à la fin, ça s'est appelé Kenwan. Ils crachaient du PVC dans des conditions telles que la boîte faisait du 11% de taux de profit. C'est énorme dans une activité industrielle. Eh bien, cette entreprise a été fermée parce que le fonds qui possédait cette entreprise voulait du 18%. L'appareil productif a été entièrement détruit du fait de cette exigence. Bref, la bifurcation, la voici. Cette sphère financière est à la fois reliée à la production réelle, mais s'en est coupée. Et les rythmes internes qu'elle connaît, les taux de profit qu'elle dégage, servent de modèle dans des domaines où il est absolument impensable de les réaliser. Plusieurs conséquences terribles résultent de ce fait. D'abord, l'impact sur la production réelle. Ensuite, la formation d'une énorme bulle financière. Une bulle financière qui, elle aussi, est partie dans le ciel et sans n'avoir plus aucune attache avec la réalité. Il y a une date fondamentale de l'histoire récente. 15 août 1971. Ce jour-là, les accords monétaires qui avaient été conclus à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale sont rompus par les seuls États-Unis d'Amérique, unilatéralement. Jusque-là, chaque billet, comme aujourd'hui encore, chaque signe monétaire est censé avoir une contrepartie matérielle. Bref, derrière 10 €, vous avez un certain nombre de marchandises que vous connaissez. Il faut qu'à la fin, celui qui a un billet puisse récupérer cette valeur matérielle. En l'occurrence, 1 $ valait quelques grammes d'or. Et donc les États-Unis étaient en quelque sorte ceux vers qui on pouvait se tourner à la fin avec son papier-monnaie suivant un taux de change et avoir une valeur matérielle de l'or. Ce jour-là, ils décident qu'il n'y a plus de contrepartie matérielle. Ben, la conséquence, et la première, est pour l'Empire lui-même. Ils se sont mis à faire fonctionner la planche à billets à tour de bras pour financer tout ce dont ils avaient besoin. Et pour que l'accumulation se constitue de la manière la plus forte possible, c'est évidemment dans l'économie d'armement qu'ont été absorbées les plus grandes parties de ce capital fictif. L'illusion marche tant que vous croyez qu'un dollar vaut $1. Et plein de gens ont intérêt à le croire parce que les échanges internationaux se font en dollars. Si bien que le pouvoir pour les États-Unis d'Amérique, puissance dominante, de vivre à crédit du reste de la planète, repose sur le fait que tout le monde accepte les dollars à la valeur qui est annoncée. Et comme vous en avez besoin pour acheter du pétrole ou pour en vendre, pour acheter du ceci ou du cela, bref, 80% des échanges du monde se font en dollars. Mais derrière ces dollars, quelle est la valeur réelle mise en circulation? Personne n'est capable d'établir la relation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus de signes monétaires en circulation que de valeurs matérielles qui seraient capables d'y répondre. Depuis 2006, les États-Unis d'Amérique ont cessé de publier la masse monétaire qu'ils mettent en circulation. Si bien qu'en principe, personne n'est censé savoir combien il y a de milliards de dollars en circulation dans le monde. Ceci forme une bulle, et de temps à autre, elle crève, ici ou là. En quelques jours, en quelques heures, des sommes incroyables, qui correspondent en principe à des valeurs matérielles, sont désintégrées. Le dernier événement que vous avez vu, bon, si vous en avez entendu parler, c'est la bourse de Shanghai. Voilà. 3200 milliards volatilisés en une semaine. C'est-à-dire 10 fois la dette totale de la Grèce pour les 30 prochaines années. Et ainsi de suite. Un jour ou l'autre, inéluctablement, la bulle doit éclater. Inéluctablement, les signes monétaires seront rapprochés de valeurs matérielles. Et si ce jour se produit à la faveur de quel événement? On ne sait pas. L'histoire n'est pas linéaire. Nous savons, depuis le principe d'incertitude, que dans le déterminisme, fût celui de l'histoire comme dans n'importe quelle science, il y a un principe d'incertitude. Ce principe d'incertitude se concentre sur l'événement fortuit qui fait qu'une catastrophe se déclenche, un effet domino se met en place. On ne sait pas. On sait juste une chose,
c'est que pour que ça continue à fonctionner, il faut que les États-Unis d'Amérique soient en position dominante au point que vous ayez confiance dans leur monnaie plus que dans n'importe quel autre. Or, cet ordre géopolitique est mis en cause par le fait que l'atelier du monde, c'est la Chine. Autrement dit, l'essentiel des valeurs matérielles, le pôle le plus important de production, se trouve à cet endroit. Si bien que d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne le veulent pas, du simple fait que c'est eux qui vendent, ils décident dans quelle monnaie cet échange se fait. Et après avoir longtemps accumulé des réserves considérables en dollars, ils se sont mis un petit peu à vouloir diversifier. Ce qui change complètement l'ordre du monde. Par exemple, je tiens cette anecdote de la bouche du cheval, ou presque, quand Madame Merkel, qui n'est pas le cheval, est allée voir Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et lui a dit, vous savez, alors il lui demande comment ça va l'euro, elle dit oui ça va, mais enfin on a des problèmes parce que la Grèce, et les économistes nous disent que peut-être la Grèce n'aurait jamais dû être dans l'euro, et les économistes, voilà. Alors bon, quand c'est le tour de Xi Jinping, il dit, oui, ce que disent les économistes c'est très intéressant, d'ailleurs nous devons écouter les économistes, nous apprennent beaucoup de choses, les économistes sont très importants, et ce qu'ils disent est très important, mais il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est ce que nous disons nous. Et nous disons que nous avons 25% de nos réserves qui sont en euros. Et nous ne voulons pas de problème avec l'euro. Et on m'a dit qu'elle aurait changé de mine, se rendant compte qu'elle ne pouvait pas s'imaginer, toute provinciale qu'elle est, et une ancienne de l'Allemagne de l'Est, que le monde pouvait se résumer à ses desiderata à elle. J'ai pris cet exemple qui peut être comme une anecdote, mais qui vient illustrer comment les différentes monnaies sont imbriquées dorénavant les unes comme les autres et directement dépendantes des rapports de force géopolitiques. Vous êtes dans une génération qui est éduquée au bisounours. Et beaucoup de gens de la classe moyenne dont vous êtes membre, et moi aussi, sachant que nous pensons que les rapports de force, c'est comme les décibels, c'est gênant. On pense que les choses peuvent se régler rationnellement. Mais rien ne se règle jamais nulle part rationnellement. Tout part de rapports de force, qui sont des rapports de force entre des puissances, entre des intérêts matériels. Et notre devoir est de faire en sorte que ces tensions puissent se gérer d'une manière démocratique et civilisée, c'est-à-dire par la voie de la démocratie, de la diplomatie, de l'échange et du dialogue. Mais ça n'est pas donné. Donc si vous partez de l'idée que les rapports de force n'existent pas ou sont le résultat de déplorables malentendus, vous ne comprenez rien à la situation et vous êtes écrasé. Mais si vous savez qu'il y a un rapport de force, alors vous vous positionnez dedans. Et la position pour notre pays, dis-je à cet instant, c'est de mettre à distance notre rapport avec les États-Unis d'Amérique et en tout cas de refuser d'être embrigadés dans leur char militaire. Pour la raison, non pas que nous avons des raisons particulières de les détester plus que d'autres, c'est qu'ils sont une puissance déclinante et que leur puissance est aux abois. Ils sont obligés de la maintenir au prix de la force et de la démonstration de force. Raison qui vous explique les absurdités dont vous êtes contemporain aujourd'hui, les présences ici, là, les conflits qu'on fait éclater, et dont on se demande quelle est vraiment la raison, sinon celle-là. La bifurcation du système matériel de la civilisation contemporaine a des conséquences dans tous les compartiments du reste de la civilisation humaine. J'en viens à ce que vous connaissez au moins aussi bien que ce que je viens de vous décrire. La bifurcation écologique. La prise de conscience sur ce thème est récente. Pour vous, non. Pour moi, oui. Et pour quelques autres. Dans les années 70, à la fin de l'ère triomphante du productivisme, les écologistes, il y en avait déjà, passaient pour des gens très intéressants, mais un peu folkloriques, et animés par des préoccupations qui ne paraissaient pas bien raisonnables à tous ceux qui pensaient que le principal problème, c'était le partage de la richesse, l'augmentation du pouvoir d'achat, parce qu'on identifiait à ce moment-là, mais pas comme maintenant, l'être au paraître et le paraître au consommer. C'était comme ça. Il faut vous le dire. Dans ma cité HLM, la première télévision qui est arrivée était quelque chose de magique, et tout le monde allait voir ça. Et ainsi de suite, la première voiture, le premier ceci, le premier cela, et quelle était l'aspiration de tout le monde? Avoir la même chose pour soi. C'est bien normal, d'ailleurs vous n'en êtes pas vraiment sorti aujourd'hui. La machine à produire du désir et de la frustration, qui sont les deux aspects d'une même réalité humaine, n'était pas aussi puissante qu'aujourd'hui. Le résultat, on le connaît. Au départ, on ne le savait pas, on ne s'en rendait pas compte. Seulement quelques lanceurs d'alerte nous avaient prévenus. C'est pas si vieux, pour vous ça fait beaucoup les années 70, mais c'est pas beaucoup à échelle de l'histoire.
C'est très récent. Or, le changement climatique est en route. Écoutez bien, ce n'est pas une menace. C'est pas, si ça continue comme ça, il y aura le changement climatique. Il est commencé et on ne peut plus l'arrêter. Voilà le fait qu'il faut noter. On ne peut plus l'arrêter. Même s'il concluait les accords qui sont en discussion pour la COP 21, ce serait un maximum de 2 degrés d'augmentation de la température du globe, et avec 2 degrés, de toute façon, ce système que l'on nomme métastable, qui est le climat, qui est un système à la limite de l'équilibre, ce système a rompu son équilibre. Et donc nous allons entrer dans une série d'événements climatiques qui ne seront pas proportionnels, ni quant à leur développement, ni quant à leurs conséquences. Quant à leur développement, ne croyez pas qu'il fera de plus en plus chaud et vous frottez les mains parce que vous êtes frileux comme moi. Non. Il y aura de la chaleur, puis un palier. Cette chaleur fait fondre la glace des océans. La glace des océans se transforme en eau, la masse d'eau pèse sur le fond des océans, où se trouve de la glace, qui monte et s'évapore. Elle est remplie de méthane, comme le permafrost. Et tout ce méthane participe à la formation d'un effet de serre. D'abord, il y a une phase de réchauffement, et c'est par palier que les choses se passent. Palier de violence climatique. Il y a une phase de réchauffement, et surtout, il pleut. Il pleut beaucoup, tout le temps, dans des tas d'endroits. Et notamment sur des surfaces où il n'y a plus de trace d'une végétation capable d'empêcher les effets de la pluie dévalant sur les sols. Et une pluie qui n'est pas que de l'eau bien fraîche et bien pure. 40% des terres arables du monde sont d'ores et déjà menacées d'une acidification qui les rend impropres à la culture. Voilà le phénomène en route. Il n'est pas proportionnel parce qu'à chaque étape, il franchit des paliers et ce n'est pas une discrète augmentation des effets. Quant aux effets, l'effet c'est l'impact sur la civilisation humaine. Parce que nous, qu'est-ce que nous défendons? Pas la nature. J'espère que vous ne croyez pas qu'on défend la nature. La nature se contrefout de vous et de tout le monde. La Terre pourrait continuer à rouler dans l'espace infini, peuplée de cafards et de fourmis, plus de quelques personnes increvables que je connais, et c'est tout. Et elle continuerait sa vie, et ça serait la nature, de la même manière que Mars, il n'y a rien à part paraît-il de l'eau salée, c'est la nature. Ce n'est pas la nature que nous défendons. Nous défendons l'écosystème compatible avec la vie humaine. Et ce point de vue change tout. L'écosystème compatible avec la vie humaine. Cet écosystème fait l'objet d'une pression. Je viens de l'écrire, les conséquences. Là, vous en avez vu une. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des tsunamis. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des tremblements de terre. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des mouvements de la flotte. Oui, mais ce qui est nouveau, c'est que le tsunami, c'est pas des cabanes de pêcheurs qui va rayer de la carte, c'est des centrales nucléaires. 50% de la population mondiale vit à moins de 100 km d'une côte. 50% de la population mondiale. 75% de la population française. Par conséquent, le mouvement, et je n'en décris qu'un seul aspect, je ne les ai pas tous pris en revue, qui est la chaleur, la fonte des glaces, la montée des océans, nous concerne directement et nous interpelle politiquement. Pas pour savoir si c'est bien ou pas bien que l'eau monte, qu'il fasse plus ou moins chaud, ou si c'est pas bien d'avoir saccagé l'environnement. C'est pas la question, c'est de votre peau dont il est question. Si la mer monte, et elle va monter, elle est déjà en train de monter. Elle n'avait pas bougé pendant plus de 4000 ans. Et maintenant elle monte. Elle va monter d'1 mètre d'ici 2040. C'est pas loin 2040. 1,5 m, tchouf, la centrale nucléaire de Blaye est noyée. Blaye, c'est à 50 km de Bordeaux. En 1999, je parle de celle que j'ai été voir moi-même pour me rendre compte de la chose. Il y a eu la conjonction en 1999 d'un vent à 140 km à l'heure et de creux de vagues de 7 mètres. Si nous sommes tranquillement en train de parler, c'est parce que ce jour-là, un ingénieur a compris que ça allait mal tourner. En particulier parce que le mouvement de l'eau était tel qu'il charriait toutes sortes d'alluvions qui bouchaient les prises d'eau du système qui refroidit la centrale nucléaire. Et cet homme a eu l'intelligence d'arrêter le truc. Qu'est-ce que vous croyez que c'est l'accident de 3 Mile Island? Un type qui ne voyait pas le bouton qui était sous son bide. Quel est l'accident de Tchernobyl? Quelle est la cause? Quelque chose s'est déréglé? Non, un con a voulu voir jusqu'où il pouvait pousser la manette. C'est-à-dire que ne croyez pas que dans la vie de tous les jours, tout soit absolument
en ordre et prévu, et qu'on dit non, tout est prévu, oui, tout est prévu, sauf que personne n'avait prévu que ce type verrait pas le bouton, et ainsi de suite. Mais ce qui est certain, c'est que si je vous dis maintenant que l'eau va monter d'1,20 m et qu'en 2040, il faudra trouver une solution, vous n'allez pas attendre 2040 pour savoir ce que vous faites de la centrale de Blaye. C'est maintenant, et vous aurez à choisir entre deux choses. Chacun pour soi. Tout le monde se taille et va le plus loin possible de ce genre d'endroit. Et puis pendant que vous y êtes, tâchez de faire des investissements intelligents. Investissez dans les entreprises de déménagement, elles ont du futur. Ou bien c'est tous ensemble. Mais si c'est tous ensemble, alors ça veut dire que la loi est plus forte que le contrat. Alors ça veut dire que vous commencez maintenant à réfléchir aux aspects industriels et techniques. Nous avons besoin d'argent pour la recherche fondamentale. Personne ne sait refroidir les déchets nucléaires. On ne sait pas le faire. Et pourtant, il faudra bien le faire. Il faut être capable de démonter une centrale. Facile, vous dites-vous. Bon, après tout, une centrale, qu'est-ce que c'est? Une grosse chaudière, hein? C'est rien d'autre. Sauf qu'il y a une partie du circuit qui est radioactif. Mais c'est que ça. Eh bien, figurez-vous qu'on a commencé à en démonter une. Ça fait 15 ans qu'on a commencé, et toujours dessus. On n'a toujours pas fini. On ne sait pas le faire. Jeunes gens, on ne sait pas le faire. Alors pendant ce temps-là, bien sûr, comme c'est intelligent de diminuer les crédits de la recherche, ça aide parce que le marché va évidemment investir sur 30, 40, 50 ans à produire des chercheurs qui font rien, vous ne savez pas ce qu'ils font puisqu'ils ne trouvent rien. Vous êtes toujours un con pour dire « Ah ben les chercheurs, ils ont bien cherché, maintenant il est temps qu'ils trouvent. » Vous l'entendez 50 fois dire cette bêtise de rustres qui ne comprennent rien à ce qu'est la recherche fondamentale et à son rapport avec ensuite la science pratique. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Maintenant, si vous voulez pas, vous voulez pas. Hein. Moi, je m'en fous, j'y serai plus. Je pourrais vous dire ça. Vous comprenez? C'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Enfin, c'est maintenant qu'on met les moyens en place. Et on fait tout le contraire. La centrale de Blaye, dont je viens de vous parler, elle a besoin, en cas d'accident, en cas de problème, d'être alimentée en électricité. D'où va venir l'électricité d'une centrale électrique qui elle-même est en panne? Je vais vous le dire, des Hautes-Pyrénées, où il y a 5 barrages hydrauliques qui ont été creusés. On turbine la flotte 6 fois. 5 barrages, ils vont être privatisés. On turbine la flotte 6 fois. 6 usines différentes, elles vont être vendues les 6. Il faut espérer que ce soit au même propriétaire. Vous voyez le rapport qu'il y a avec la politique et le service public, je vais vous le dire. Aujourd'hui, quand vous voulez que le système électrique français soit de niveau et qu'il tienne bon, vous faites des ajustements, des délestages. C'est-à-dire qu'une partie de l'électricité est envoyée dans le vide, et quand il n'y en a pas assez, on en produit à toute vitesse. Qu'est-ce qui donne cette souplesse? Vous ne pouvez pas le faire avec une centrale atomique. Vous le faites avec une centrale hydraulique. Vous ouvrez, vous fermez. Aujourd'hui, vous ouvrez, vous fermez quand vous voulez. Moi, j'ai déjà réussi à en dissuader 4 ou 5. J'aurais mieux respirer. Bon. Vous ouvrez, vous fermez quand vous voulez. Demain, si l'entreprise est privée qui bouline la flotte, elle vous dira « Moi, je veux bien arrêter de bouliner de l'eau, mais c'est vous qui payez l'argent que je ne ferai pas. » Autrement dit, ce qui était gratuit va devenir payant. Et donc, celui qui doit prendre la décision de dire « Maintenant, j'ai besoin que vous arrêtiez, parce que sinon le système va être en surtension. » Ou bien celui qui va dire « Maintenant, j'ai besoin que vous redémarriez. » Dans sa tête, il aura l'idée « Il faut aussi que je dise si j'ai l'argent pour le faire. » Et il va donc retarder la décision. Et la décision retardée, ça peut être la décision fatale. La non-décision fatale. J'ai pris cet exemple, rassurez-vous, je ne vais pas plus entrer dans les détails, qui commence à vous montrer l'implication directe qu'il y a entre les problèmes qui sont considérés comme des problèmes de la nature, de l'environnement, et la politique la plus immédiate, et la survie des êtres humains qui sont impliqués par un écosystème dans lequel, si la radioactivité monte trop haut, eh bien, il n'y a plus de vie possible. Cette bifurcation écologique, vous la connaissez sous les aspects. J'espère maintenant que vous avez retenu le concept de dette écologique, c'est-à-dire le moment où la prédation sur la nature ne permet plus à la nature de reconstituer ce qu'on lui a pris. Ça avance. Dans les années 80, je crois, c'était mi-décembre. Maintenant, c'est le 13 août. À partir du 13 août, tout ce qui est pris sur la nature, elle n'est plus en état de le reconstituer. Vous comprenez très bien que cette affaire-là aura une limite. On est déjà dans la limite. On est déjà à l'intérieur de la limite. L'autre aspect que vous connaissez, je viens de vous le dire, c'est l'évolution du niveau de la mer, parce qu'on en parle beaucoup. Et à partir de là, vous voyez apparaître, vous commencez à deviner quelque chose qu'on touche que du bout des doigts. La politique publique qui prend en compte le paramètre de l'écologie
ne peut pas être la politique liée aux exigences du capital financier. Ce n'est pas pour des raisons idéologiques que je vous dis ça. J'en ai de penser qu'il est immoral, le capitalisme financier. Mais je veux vous montrer que deux raisons y conduisent à cette opposition absolue. Raison pour laquelle il n'y aura jamais de capitalisme vert. Les deux raisons sont les suivantes. Premièrement, dans la part du gâteau que le capital financier capte, cette part qu'il s'attribue à lui-même, en dividende, en actions, jamais il ne la lâchera pour investir dans la durée. Parce que ça ne correspond pas au carnet de commandes. Un fonds de pension, il doit cracher du 10, du 12% pour payer les retraites par capitalisation. C'est donc pas par immoralité qu'il agit de cette façon. C'est parce que c'est son contrat, sa raison d'être, sa raison de fonctionner. Donc jamais il ne permettra que soit pris sur la plus-value de la production réelle, la part qui devrait retourner à l'investissement pour changer le process de production, pour le rendre non pas seulement moins polluant, mais moins consommateur de matières premières et d'énergie, pour le passage à cette société de sobriété dont les décroissants ont été les premiers à nous montrer l'importance et l'urgence. Bien sûr que les décroissants peuvent agacer. Mais ce qui est important, c'est le signal d'alerte. On ne recommence pas ce qu'on a fait dans les années 70, à ricaner dans son coin, en disant oui, ben, ils sont un peu barjots, et à ne pas écouter ce qui nous est dit. Inéluctablement, nous devrons décroître. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver les process de production, d'une part, plus économes des matières premières, et deuxièmement, nous devons changer nos manières de vivre, car nos manières de vivre sont des manières aliénées. Un système dominant produit les idées dominantes et les consommations dominantes. Ceci a à voir avec la stratégie révolutionnaire pour ceux qui, parmi vous, s'y intéressent. Si la subversion de la société capitaliste pour parvenir au moins au partage plus égalitaire qui permet qu'il n'y ait pas une partie de la population qui croupisse dans une abjecte pauvreté, où le lendemain est en enjeu, où on ne peut pas avoir d'autre horizon que de penser à est-ce qu'on va encore être en vie demain. Eh bien, le partage des richesses ne suffit pas. Voici le message que j'adresse à ceux qui, comme moi, appartiennent à l'école intellectuelle du matérialisme philosophique, ou qui ont des bases marxistes de raisonnement, ou qui appartiennent à la pensée socialiste. Le partage des richesses n'est pas la condition nécessaire et suffisante du changement de la civilisation auquel nous aspirons. Nous sommes obligés de révolutionner culturellement toutes nos habitudes de vie. Le système est entré sous notre peau. Il nous pousse à penser qu'être, c'est consommer. Et en particulier, cela a une traduction sociale. Quand nous arrachons des millions de personnes à la pauvreté, comme nous l'avons fait au Venezuela, nous l'avons fait en Équateur, nous l'avons fait en Bolivie, nous l'avons fait en Argentine, mais que nous avons pour unique message, maintenant vous avez un peu plus d'argent, et que la réponse c'est, eh bien maintenant nous sommes la classe moyenne, et que veut la classe moyenne? Les consommations qui lui permettent d'exister, de se prouver elle-même qu'elle n'est plus dans la pauvreté sans être dans l'extrême richesse. Est-ce que nous faisons tout ça pour que tout le monde puisse se payer un 4x4 et faire des opérations chirurgicales, esthétiques? Est-ce que c'est ça le but de la révolution à laquelle nous aspirons, du changement de mode de vie? Une télé, 2 télés, 3 télés, 4 télés par personne, des bagnoles pour tout le monde? Je ne devrais pas vous engueuler. Mais j'ai fait de la propagande comme ça, quand j'avais votre âge, où on disait, ah ben nous, avec les capitalistes, c'est une Mercedes, bon, on ne savait pas de quoi on parlait, hein. Pour tout le monde, c'est pour chacun, pour quelques-uns, et puis avec nous, ce sera pour tout le monde. Belle connerie. C'est-à-dire que nous reproduisions l'idée que le mieux-être, le meilleur, c'était ce que les riches consommaient. Mais si nous avions le mode de vie des riches de notre temps, d'abord la planète n'y survivrait pas, ça vous le savez déjà. Puisque déjà rien que comme on vit en ce moment, si tout le monde vivait comme nous vivons en Europe, il faudrait plusieurs planètes pour que ce soit possible. Mais ce que nous disions, c'est que, en quelque sorte, nous reprenions à notre compte toutes les aliénations que contient l'incitation à consommer. Car vous n'avez pas besoin des 3/4 des choses que vous achetez et que vous jetez. Parce que vous jetez beaucoup. 1/3 de la nourriture produite dans le monde est jetée à la poubelle. Et ainsi de suite, pour toutes les autres productions. Le capitalisme financier de notre temps s'appuie sur les productions de masse, qui lui servent de substrat. Ces productions de masse ont une exigence. Premièrement, il faut que vous vouliez tous la même chose. On y parvient par 2 moyens. Le premier, en vous inculquant des désirs. Et pour être juste, comment peut-on vous inculquer des désirs? En vous inculquant des frustrations.
Tout l'appareil publicitaire est une machine à fabriquer de la frustration. Elle vous dit continuellement tout ce que vous n'êtes pas, et tout ce que vous devriez être, et que vous ne parviendrez jamais à être. Cet être accompli, souriant, toujours jeune, stupidement maigre, musclé, que sais-je encore, débarrassé de tout poil, ça dépend, des périodes. Je le prends par le côté caricatural, mais vous avez compris. Et nous ne sommes pas, comme nous le pensions, simplement conditionnés, ce n'est pas vrai. Non, nous ne sommes pas conditionnés comme les chiens de Pavlov avec leur sucre. Parce que nous ne sommes pas des chiens. Nous adhérons avec enthousiasme aux normes dominantes. Ça, c'est Pierre Bourdieu qui nous l'a montré. Et combien d'autres. Nous adhérons avec enthousiasme. Nous voulons ressembler à ce qui nous est suggéré de ressembler. Bien sûr, avec des variantes ici ou là, mais pour l'essentiel, notre manière d'être un être humain est entièrement préformatée. Un, il faut que vous ayez les mêmes goûts. Deux, les mêmes frustrations, les mêmes désirs. Et on va vous fabriquer des goûts communs, que ça vous plaise ou pas. Je vous en donne un exemple. Le vin, qui est par-dessus tout un produit culturel, qui nécessite un très haut niveau d'éducation pour être capable de le comprendre. Le vin, cette chose incompréhensible par un bureaucrate de Bruxelles, qui appelle ça des produits alcoolisés aromatisés. Il y avait un type là-dedans dans un bureau, un jour, qui dit que c'est un mec intelligent, comme la plupart d'entre nous, qui sommes une sorte de bêtes, nous ne comprenons pas ces choses-là. Alors, le cours du rouge est bas, le cours du blanc est bas, le cours du rosé est haut, donc mélangeons du rouge avec du blanc pour faire du rosé. Hurlement des professions viticoles, qui ont passé quand même presque une génération à améliorer leur culture, et les types se demandaient vraiment ce qu'on leur voulait. Je ne vous veux pas parler de la démonstration, mais les normes du goût sont fabriquées de l'extérieur. Par exemple, maintenant, on autorise à mettre des copeaux de bois dans les barriques. Pour que c'est le goût de bois, parce que si ça n'a pas le goût de bois, vous n'y trouvez pas votre compte. On a le droit de rajouter du sucre. On avait déjà le droit de chaptaliser un peu le pinard, mais à cette échelle, non. Et peu importe où c'est produit et comment c'est produit. Parce que nous disons, non, attendez, un Bordeaux, ça pousse entre là et là. Et pas là. Et on ne l'arrose pas, et on ne fait pas ci, et on ne fait pas ça. Là, je vous parle du vin, au sens le plus ordinaire, avant même d'avoir parlé du vin biologique. N'est-ce pas? Tout ça, pour les libéraux, c'est considéré comme des entraves à la concurrence. Plante ce qu'il veut, celui qui veut, là où il veut. Et il appelle son produit comme il veut, sauf si le produit est possédé par quelqu'un d'autre. Le nom de la marque est possédé par quelqu'un d'autre. Autrement dit, si vous achetez Bordeaux à temps, vous pouvez en produire au Mississippi. Et prenons un exemple, si vous avez un couteau La Guiole, eh bien, vérifiez bien que c'est bien un couteau qui est fait à La Guiole, parce qu'il est fait au Pakistan ou en Chine, vu qu'il y a un type qui a acheté le nom La Guiole, pour toutes sortes de produits, au point que les gens de La Guiole n'auraient pas eu le droit d'appeler La Guiole leur propre couteau à La Guiole. Ils vous fabriquent les goûts, ils vous fabriquent les frustrations, ils vous fabriquent la manière de regarder les objets et ce qui vous paraît important dans un objet, notamment tout ce qui va vous permettre de vous mettre vous-même en relief. La bifurcation écologique, elle met à l'ordre du jour un concept. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vous le livre, avant de venir à l'idée qui va avec. C'est la planification écologique. On ne peut pas changer sans prévoir et gérer dans la durée. Le mot important est la durée. La durée vous renvoie, je crois que tout le monde a compris, le mot planification, paraît-il, fait peur. On m'a dit que ça rappelait le Gosplan. Alors il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le Gosplan, donc ils se disent rien, ils disent c'est pas bien parce que c'est le Gosplan. Bon. Sauf que la planification a été appliquée à peu près par tout le monde, y compris par les économies capitalistes. Ça n'a rien à voir de spécifique avec le régime économique du communisme d'État. Sinon que dans le communisme d'État, on prétendait organiser les choses dans tous les domaines et à tout propos. Mais la planification, ça signifie que vous prenez des décisions et que vous les exécutez dans le long terme. Que vous connectez les différents compartiments de la production les uns avec les autres pour être certain d'atteindre vos objectifs. Je vous ai parlé il y a un instant des barrages hydroélectriques, le lien que ça avait avec l'énergie nucléaire actuellement en utilisation. Et même si nous devons sortir du nucléaire, comme pour ma part, je pense qu'il faut qu'on le fasse, nous en avons pour 10 ou 20 ans. 10 ou 20 ans à sortir du nucléaire, ça veut dire former une ou deux générations de gens capables de démonter, de stocker, de remplacer, et ça veut dire mettre en place une production énergétique extrêmement importante.
Nous en avons tous les moyens. Mais pour ça, il faut former les gens, il faut préparer les industries de production et les connecter entre elles. Tout ça, c'est que de l'organisation. La France peut tout. Tout. Rien n'est hors de portée pour nous. Parce que nous avons un niveau d'éducation qui nous rend possible cette ambition. Tous les pays où je suis passé, et de mes camarades de l'Amérique du Sud, notre problème le plus souvent, c'est quand une décision est prise, il n'y a personne pour l'exécuter. Parce qu'il n'y a pas les ingénieurs, parce qu'il n'y a pas les cadres intermédiaires, parce qu'il n'y a pas les architectes, etc., etc. Donc nous pouvons le faire à condition de nous organiser. Et ça nous amène sur une idée d'une grande importance, où je vais reconnecter avec il y a un instant. La planification, qu'est-ce que c'est? C'est du temps long. Et voilà que j'en viens maintenant aux dimensions invisibles de la politique. Le temps n'est pas un matériau politique d'habitude. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler comme ça. Mais chaque système économique est à la fois un système culturel et un système temporel. L'ancien ordre politique de l'Égypte ancienne, le pharaon va faire se lever l'étoile de Sirius. Quand il a fait se lever l'étoile de Sirius, il envoie les agents des impôts, parce que la crue va commencer et il s'agit de mesurer la différence des tailles des surfaces cultivables pour savoir combien on va prendre à chacun. L'ordre politique, astronomique, économique sont dans une seule dimension. Les âges économiques de l'agriculture, tout le monde les a connus, au moins pour en avoir entendu parler. Je pense que tout le monde comprend l'importance de la succession du jour et de la nuit. Et, jusqu'à preuve du contraire, on a encore une certaine perception de l'importance des changements de saison. Ne serait-ce que parce que la facture de chauffage n'est pas la même toute l'année. Même si on ignore absolument la raison pour laquelle il fait chaud ou il fait froid. Le temps du capitalisme contemporain est le temps hyper court. Celui qui maîtrise le rythme et qui maîtrise le temps a tout le pouvoir. Le temps de notre époque, c'est le temps de la nanoseconde auquel se font les échanges entre ordinateurs pour calculer des valeurs et faire des placements. C'est un temps absurde. Il n'y a pas de valeur différente d'une nanoseconde à l'autre pour un objet. On voit donc bien que c'est en tant que tel qu'il devient la matière première du pouvoir. Plus vous allez vite, plus vous dominez, plus vous pouvez en engranger. Raison pour laquelle on a déménagé les ordinateurs de Paris pour la BNP Paribas, et qu'on les a transférés en Angleterre pour que la liaison ne dure pas les quelques micro-milliardièmes de seconde qui donnaient un temps de retard aux traders parisiens par rapport aux traders londoniens. Le temps zéro, vous l'avez continuellement sous les yeux. Vous chercherez toujours ce qui va plus vite, ce qui est plus vite fait. Et à mesure que vous vous approchez du temps zéro, vous perdez le contrôle. Non seulement le vôtre, vous avez intérêt à avoir des bons instincts, des bons réflexes, comme on dit. Plus ça va vite, plus il faut réagir vite. Plus on réagit vite, moins on réfléchit. Moins on réfléchit, moins on décide. Le temps long, c'est d'abord le temps de la démocratie. Il est impossible de prendre une décision très rapidement, qui soit une bonne décision, sauf si vous êtes un génie, mais ça on le sait après. Et c'est vrai dans tous les compartiments. Regardez un film. Les films du début du XXe siècle et les films que vous avez sous les yeux, que ce soit une série télévisée ou que ce soit un film que vous allez voir dans une salle de cinéma. Les plans sont passés d'une minute à quelques secondes. Aujourd'hui, un plan dans un film, il change tous les 10 ou 20 secondes, et déjà c'est long. Les formats de radio, des reportages, de télé, de radio, tout raccourci, parce qu'on pense que plus ça va vite, qu'on appelle ça le temps réel. Le temps réel est une construction artificielle, le temps réel n'existe pas. D'ailleurs, le temps n'existe qu'à travers les rythmes. Qui maîtrise les rythmes, maîtrise le temps et a le pouvoir. Dans le livre L'ère du peuple, j'évoque cette dimension de la propriété sociale du temps. Qui décide du temps? Je vais vous en donner un exemple concret. Quand un capitaliste décide que son entreprise fonctionnera à flux tendu, ça veut dire que vous êtes là quand il faut produire parce que le carnet de commandes le demande. À ce moment-là, vous êtes dans une synchronie du temps magnifique. La commande est là, vous travaillez, ça sort, ça monte dans le camion est sur la route, il est sur la route, ensuite il arrive chez le client, toc, 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 vous êtes livré. Flux tendu. Magnifique synchronie. Vous la payez d'une dysynchronie gigantesque dans la vie des gens. Car ceux qui doivent être là pour travailler à cette heure-là à laquelle vous l'a demandé ne sont pas à la maison. On leur dit, ah ben c'est normal, hein, si vous voulez garder votre emploi. Et puis il faut travailler la nuit, le jour, le dimanche, le samedi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les maîtres du temps sont les maîtres de vos vies. Et d'ailleurs, vous appelez temps libre le temps où ce n'est pas les autres qui décident. Et où c'est vous-même. La capacité à maîtriser son temps
revient à l'idée qu'il y a une propriété sociale du temps qui est à mettre à l'ordre du jour. Est-ce que ça a une traduction concrète dans les objectifs politiques que nous pouvons nous donner? Évidemment. Non seulement d'abord en termes de révolution culturelle, je ne sais pas par quel bout on va s'y prendre, mais nous allons devoir ralentir le temps. Il faut ralentir le temps pour pouvoir vivre et s'en rendre maître. S'il va plus vite que vous, vous ne le maîtrisez pas, c'est lui qui vous maîtrise. Ensuite, on peut maîtriser le temps au service de la définanciarisation de l'économie. Je vous en donne qu'un seul exemple. Aujourd'hui, ce qui peut tuer une boîte, c'est un capital qui décide de s'en aller, ou qui décide de vendre la boîte. Maîtriser le temps de ce capital. Refuser à la propriété privée du capital le pouvoir sur le temps. Je ne dis que ça, que sur le temps. Je ne vous dis pas de la confisquer. Retirez-lui le pouvoir sur le temps et décidez, par exemple, que lorsqu'un capital est engagé et qu'il s'engage sur 10 ans, il a un pouvoir de vote par action. Mais s'il ne prend pas d'engagement, eh bien il a 0 pouvoir de vote. Vous lui retirez à ce moment-là tout le moyen de pression qu'il avait une seconde avant. Car il ne peut plus vous dire, eh ben, si c'est comme ça, je m'en vais. Tu t'en vas, mais tu ne décideras pas qu'on ferme la boîte. Est-ce que c'est possible? Oui, ça a déjà été fait. Et on a trouvé des machines à ralentir le temps de la circulation du capital. Là, j'ai pris un exemple très social, la propriété du capital dans une entreprise. Mais je pourrais en prendre d'autres. Par exemple, interdire la cotation en continu. Pourquoi nuit et jour aurait-on des cotations de la valeur des entreprises? Etc., etc. Donc vous voyez, pardon d'aller, en même temps d'être long et d'aller aussi vite, on part d'une idée très abstraite que l'on discerne et que l'on aperçoit à partir du moment où on s'est aperçu qu'il y a eu des changements dans la manière dont la production et l'échange se faisaient et le rapport à la nature. C'est cela qui nous a souligné et mis en évidence des réalités auxquelles on n'avait jamais pensé, comme la propriété sociale du temps. Temps et ordre social ont à voir l'un avec l'autre. Pas de révolution culturelle sans révolution de la gestion du temps. Dans le bouquin, je donne quelques exemples. Et maintenant, je viens à la dernière des bifurcations, la plus importante à mes yeux. Pas seulement parce que j'ai fait des études de lettres, ce qui me rend sensible, comme un certain nombre d'entre vous, à des aspects qui échappent en général à ceux à qui, lamentablement, on ne fait faire aucune espèce d'étude de lettres et qu'on croit avoir bien rempli en leur donnant beaucoup de science et peu de conscience. Oui, c'est Rabelais, hein. Ça date du XVIe siècle, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est le changement anthropologique. Le mot anthropologique, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est la science de l'homme, de l'être humain. Pas de l'homme en tant qu'être masculin, de l'être humain. Les êtres humains d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir avec ceux d'il y a à peine quelque temps. Attention, c'est la partie la plus importante de mon propos. Il y a bien quelques marxistes dans la salle. Rendez-vous compte d'une chose. Il a fallu 200 000 ans pour atteindre le premier milliard d'êtres humains, en 1920. Entre 1920 et 1951, on a doublé. On est arrivé à 2,5 milliards. Et maintenant, on est à 7 milliards. Vous voyez l'accélération considérable de ce rythme. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un rapport entre le rythme, le temps et l'organisation de la société. Eh bien, c'est vrai. Chaque fois que l'humanité double en nombre, une mutation technologique foudroyante se produit qui change complètement l'appareil de production et d'échange. Ça se comprend, c'est pas de la magie. C'est que plus il y a d'êtres humains, plus il y a besoin de satisfaire leurs besoins en quantité plus importante. Donc il faut trouver les techniques qui permettent d'y répondre. Évidemment, au début, on ne les trouve pas et on meurt. Et ben voilà, et les suivants cherchent et finissent par trouver. Le rapport entre le nombre et la mutation éclate sous nos yeux. Là, je lis mon papier pour ne pas me tromper. Regardez toutes ces pages que je vous ai déjà fait. Voilà. Les conséquences. 7 milliards d'individus, triplement depuis 1950. Deuxième conséquence, jeunesse du monde. Évidemment, dans les sociétés occidentales, on a l'impression du contraire. Mais ce n'est pas ça qui se passe à l'échelle de la planète. C'est une masse considérable de jeunes. La moitié de l'humanité actuelle a moins de 25 ans. Un tiers de l'humanité actuelle a moins de 15 ans. C'est donc un monde jeune, neuf. Et quand vous parlez d'un monde jeune et neuf, la question numéro 1 qui se pose, c'est la transmission du savoir
et la nature du savoir que vous transmettez. Vous avez vécu dans un monde où ce qu'il fallait savoir, c'est que savaient les anciens, pas vous. Mais au moins, ma génération, c'est déjà plus tellement vrai. Celle d'avant, c'était pas vrai du tout. Ce qui était sûr et bon et juste, c'était le passé. Parce que le passé nous enseignait les bonnes recettes pour affronter l'incertitude du futur. Maintenant, si vous vous référez au passé pour préparer votre futur, vous êtes sûr de vous planter. Si vous essayez de téléphoner avec un smartphone, avec les méthodes du téléphone à agir, là, vous perdez votre temps. C'est un exemple, hein, mais des dizaines d'autres exemples de cette nature. Autrement dit, qu'allons-nous transmettre? Des compétences, une aptitude à savoir faire les choses, c'est ce que vous bourrent le crâne les libéraux. Ou bien une capacité à comprendre ce qui se passe. Regardez la multiplication des gestes magiques que vous posez dans une journée. Plus les objets que vous utilisez sont éloignés de vous quant au contenu scientifique, vous ne savez pas comment ça marche. Moi j'avais une idée de comment marchait un disque vinyle. Ben, je savais bien qu'il était gravé et puis que la pointe en diamant allait reproduire ça et que ça allait être décodé. Ça marche comment un CD-ROM? Et le cloud? Hein? Attendez les cristaux holographiques et vous allez rigoler. Donc la distance entre le contenu scientifique que portent les objets et vous va s'accroissant. On arrive à comprendre comment on laboure avec une charrue et deux bœufs. Comment on fait un autre téléphone? Comment ça marche? Alors moi je vais vous dire comment ça marche. Quand ça marche plus, vous gueulez. Et vous avez des comportements magiques qui s'apparentent à celui du sorcier Guidance. Pour faire la pub, vous les coupez dans les machines, vous les insultez, vous leur parlez. Vous êtes persuadé de la présence d'un être sadique à l'intérieur de l'ordinateur qui fait qu'il passe la plupart de son temps à vous poser des questions auxquelles vous ne comprenez même pas le sens. Vous le savez tout ça, d'ailleurs vous rigolez. Tout ça, ces failles, elles nous intéressent, là pour l'instant, humoristiquement, mais elles nous intéressent sur notre rapport aux objets. Car clairement, au bout d'un moment, c'est plus l'objet qui vous sert, c'est vous qui servez l'objet. Ça, c'est un renversement anthropologique. Bon, si vous trouvez ça trop sophistiqué, en lien avec la jeunesse du monde, regardez autre chose. L'espérance de vie. C'est 69 ans à l'échelle de la planète aujourd'hui. Dans la vieille Europe, c'est 76 ans. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il y a, en 1950, c'était 46 ans l'âge moyen d'un être humain dans le monde. L'allongement de la durée de vie vous confronte à des problèmes radicalement nouveaux. D'abord, dans quelles conditions se produit cet allongement? Comment vous l'assumez? Ça aussi, ça paraît un peu confus, ça paraît abstrait. Mais quand on disait que les femmes maîtriseraient leur fécondité et leur corps, il y en avait qui rigolaient. C'était pas possible, ça paraissait hors de portée. Tout le monde avait toujours connu le fait qu'on attendait l'enfant, ça finissait par se produire. Et on avait une idée assez précise de comment ça se faisait. Plus ou moins précise, hein, pour être honnête. Mais ça faisait partie de ces déterminismes biologiques dont on pensait qu'ils fondaient un statut. Ça n'est plus un statut pour une femme aujourd'hui que ses enfants. En tout cas, ça l'est beaucoup moins qu'il y a une génération. J'espère que vous savez que la contraception dans ce pays, c'est 1974. Hein. C'est pas à la bataille d'Alésia. Hein. Ça veut dire que vous en êtes à seulement la deuxième génération de femmes qui ont connu cette aptitude et cette responsabilité terrible d'avoir à décider quand on fait des enfants. Parce qu'avant, comme ça se faisait tout seul, il n'y avait pas à décider. La question, c'est de savoir comment on assumait. Maintenant, il faut le décider. Je prends cet exemple pour vous montrer comment une aptitude biologique cesse d'être un destin social pour devenir une question d'autoconstruction philosophique, culturelle. Qu'est-ce que je décide? La même question va vous être posée bientôt dans votre génération. Face à la mort. Condorcet. Celui-là, il a fini dans la Grande Révolution. Ces derniers textes disent « Je suis tellement persuadé des progrès de l'humanité et de la science qu'un jour nous vaincrons la mort. Ce jour se rapproche de nous. Le remplacement progressif des pièces défectueuses par des pièces fabriquées est en route, etc., etc. » Je ne vais pas allonger la conférence en partant sur le thème de la transhumanité. Mais vous savez très bien que cette question est posée. Et déjà, elle vous est posée d'une façon très précise. Est-ce que vous avez le droit de disposer de votre vie et d'être aidé si vous voulez en finir avec elle? C'est une question d'actualité qui touche aux libertés fondamentales de la personne humaine. Est-ce que je peux maîtriser ma décision d'éteindre la lumière, oui ou non? Ma réponse personnelle est oui. C'est-à-dire que jusqu'au bout, chaque être humain doit pouvoir être maître de lui-même dans tous les aspects qui le constituent en tant qu'être humain. Et l'idée de sa propre limite.
est une idée qui structure notre imaginaire, mais notre vécu quotidien. Le cerveau est une machine qui ne sert qu'à une chose, essayer d'évaluer ce qui va se passer dans quelques instants. Il produit ça mécaniquement. Votre cerveau produit à chaque microseconde du futur. Il l'évalue, il fait des probabilités. Ça veut dire que le futur, la suite, est inscrite au plus profond de votre organisation physique, mentale. Décider qu'il n'y a plus de futur est un acte délibérément humain. C'est pourquoi il est à la base de certaines philosophies, comme c'est le cas par exemple chez les stoïciens qui disent pour les événements contre lesquels vous pouvez faire quelque chose, faites-le, et ceux contre quoi vous ne pouvez rien, alors il vous reste toujours une liberté suprême, c'est celle d'en finir vous-même avec le dit événement. Ce ne sont pas des petites questions. Elles sont philosophiques, elles engagent le modèle de civilisation dans lequel nous voulons vivre. Je termine avec un autre exemple qui me paraît frappant. L'alphabétisation du monde. Pour vous, c'est banal. Il n'y avait que 56% des êtres humains qui savaient lire, écrire et compter dans les années 50. Aujourd'hui, ils sont 86%. Qui est capable de lire, d'écrire et de compter commence à vaincre la barrière du temps, puisqu'à tout moment, il a accès à tout le savoir disponible qui est écrit. Mais les supports sont de plus en plus fragiles. Et votre civilisation est fragile comme elle ne l'a jamais été à aucun autre moment de l'histoire humaine. Pas seulement parce que vous avez à craindre la chute de météorites, mais parce que la quasi-totalité de ce que vous utilisez dépend d'électricité. Et qu'il y a quelque chose que nous ne contrôlons pas, ce sont les tempêtes solaires. La dernière a eu lieu en 2012. À une semaine près, elle a raté la Terre. Une tempête solaire arrête tous les instruments électromagnétiques. Alors j'ai lu un truc de la NASA qui disait « Ah ben, si ça avait eu lieu, on aurait été ramené au XVIIe siècle. » Précise-t-il, pendant quelques heures. Ben voyons. Vaut mieux que ça tombe en plein jour, hein. Parce que si c'est la nuit, à mon avis, il y en a qui ne se réveillent pas après. Compte tenu du chaos et du désordre que ça provoquerait, là où maintenant je viens. La conséquence numéro 1 du monde, du nombre des êtres humains, c'est leur agrégation dans des ensembles colossaux. 80% de la population mondiale vit en ville. C'était exactement la proportion inverse dans les années 50. Vivre en ville, ça veut dire que vous n'existez que dans la relation à l'autre. C'était vrai en petite communauté. Mais maintenant, nous sommes homo urbanus et homo hors réseau. 3 milliards d'êtres humains connectés par Internet, plus que la population totale de la Terre dans les années 50. Ça ne veut pas dire que tous se fréquentent et se parlent, c'est même plutôt le contraire. Mais ce sont des individus interconnectés. Nous sommes l'humanité en réseau. C'est ça qui m'amène maintenant, parce qu'il faut bien que tout ça finisse, et en vous priant d'excuser le fait que j'ai enjambé beaucoup de choses. Cet homo urbanus, cette humanité en réseau, elle n'a d'autre choix pour faire face à son quotidien que les réseaux et le collectif auquel elle appartient. Il est absolument impossible de cultiver chacun pour soi sa nourriture, telle que nous sommes. Pensez à vos propres conditions de vie. Je prends un exemple extrême, mais il veut résumer que vous êtes radicalement, totalement, absolument dépendant des autres, comme jamais vous ne l'avez été. Mais pas seulement à celui-ci, celle-là qui est à côté, comme c'était le cas dans le village, mais à des gens qui sont à des milliers de kilomètres et qui accomplissent pour vous des fonctions vitales. Par exemple, le cloud, qui vous permet de retrouver vos numéros de téléphone ici pour appeler votre copine ou votre copain qui est là. En ce moment, il va envoyer des SMS ineptes pendant que je parle. Bon, exemple plaisant, mais qui montre comment les choses se passent. Alors, regardons quels vont être les moteurs d'action dans le domaine de la politique. Si chacun d'entre vous cherche continuellement à acquérir les moyens de la maîtrise de lui-même, vous ne voulez pas qu'on vous impose des enfants dont vous ne voulez pas. Vous voulez les faire quand c'est vous qui l'avez décidé. Vous ne voulez pas qu'on vous impose une décision que vous ne comprenez pas, etc., etc. Toutes ces choses reviennent toujours au même endroit. Je veux contrôler ma vie. Pas celle des autres, la mienne. Et pour contrôler ma vie, j'en passe par le réseau collectif. C'est une illusion de croire qu'on va contrôler sa vie par soi-même. On peut y accéder dans des domaines éthérés de la philosophie, du bonheur personnel. Mais très vite, on va rencontrer les limites que la vie en société va opposer à cette recherche personnelle et individuelle du bonheur. Cet acte que nous appelons, nous, dans notre vocabulaire progressiste, l'émancipation.
Le mot émancipation est construit par ex mancipium, en dehors du mancipium qui est la main du maître, du père, en l'occurrence, dans la civilisation latine. L'émancipation voulait dire, dorénavant tu es un adulte responsable de toi-même. On dit émancipé pour un jeune qui ne dépend plus de l'autorité de ses parents et qui en a le titre juridique. Cette émancipation revient à dire devenir maître de soi-même, naître sous la coupole de personne. C'est le ressort fondamental du progressisme. Nous ne déplorons pas l'individualisme. Nous ne sommes pas ceux qui disent, contrairement à ce qu'on nous a raconté pendant des générations, que nous, la gauche, nous serions les moutonniers, nous voulons que tout le monde soit pareil. Jamais de la vie. C'est l'inverse. C'est nous qui disions, toi, tu n'es pas qu'un paysan, toi, tu n'es pas qu'un ouvrier, toi, tu n'es pas qu'une femme, tu es un être humain, et donc cela te donne des droits égaux à ceux des autres. Alors on nous disait, mais qu'est-ce que vous racontez? Égaux, qui est égal? Il n'y a pas d'égaux. Il y a des hommes, des femmes, des petits, des grands, des gros, des intelligents, des stupides, il y en a beaucoup, etc., etc. Votre égalité, elle n'existe pas dans la nature, et par conséquent, l'ordre politique égalitaire que vous voulez construire sera toujours une violence, parce que vous allez contre la pente de la nature. Cette émancipation, elle repose sur un ressort. L'anthropologue Maurice Godelier nous apprend que la communauté spontanée politique, ce n'est pas la famille, comme l'intuition pourrait le suggérer dans les sociétés anciennes. C'est une population qui décide d'établir son contrôle sur elle-même et sur son territoire. L'aspiration à la souveraineté marche avec l'émancipation et la démocratie. Ces trois éléments sont liés entre eux. Maintenant, je résume la doctrine, qui résulte de ces constats et de ces bifurcations. Deux logiciels sont définitivement épuisés. On dit logiciel aujourd'hui pour faire riche, ça va plus vite. Premièrement, celui des libéraux. Se figurer que le marché va régler tous les problèmes auxquels nous avons à répondre, c'est au moins pour une raison une absurdité, car ça suppose que c'est le temps court qui est le maître de tous les temps sociaux. C'est impossible. Et ça conduit à un chaos. Qui plus est, le libéralisme, c'est le refus du protectionnisme solidaire, c'est le grand déménagement de la planète entière, c'est le refus de la planification, c'est le temps court du profit. Continuez comme ça, et vous connaissez la suite. Mais je viens maintenant à celui qui a été le logiciel, le programme de plusieurs générations de gauche, peu importe s'ils étaient communistes, socialistes ou autres. C'était l'idée qu'on allait corriger les inégalités, celles de la nature, dans nos disproportions physiques ou dans la disproportion de nos aptitudes au fil de la vie à comprendre et à apprendre, et les inégalités sociales par une répartition différente de la richesse. Donc on allait corriger les inégalités progressivement par la croissance. Et sur la croissance, une répartition différente de la richesse. C'est deux bêtises en une. Premièrement, le monde est fini et on ne pourra pas prélever dessus en croissance permanente. La deuxième, c'est une erreur politique fondamentale. Si vous ne touchez pas au capital, au stock du capital accumulé, vous ne touchez pas à sa puissance sociale. Et vous savez que de toute façon, il va se retourner contre vous. Ce logiciel est mort. Ce à quoi nous assistons, c'est à son agonie. Dans la moitié des pays d'Europe, les partis socialistes, qui sont l'essentiel des partis de la tradition progressiste, parce qu'il n'y a plus qu'eux, gouvernent avec les équipes de droite. Et ils gouvernent sur des principes politiques et économiques qui sont les mêmes partout. Peu de dépenses publiques, confiance absolue et aveugle au marché, libre circulation des capitaux et des marchandises sans aucune limite. Des idées qui dominent, comme par exemple le libre-échange, c'est la richesse. C'est absurde, le libre-échange, ce n'est pas la richesse, c'est la pagaille. C'est le grand déménagement permanent du monde. C'est le transbahutage général de tout vers n'importe quoi, à quoi il faut répliquer par la relocalisation et le protectionnisme solidaire. J'ai plus le temps à cette heure-ci. Si ces deux logiciels sont épuisés, voici celui que vous propose la thèse de l'ère du peuple. Elle est résumée dans les thèses d'un petit manifeste de l'écosocialisme. J'en ai repris 4 dans mon livre. Je ne vais pas vous les passer en revue. Je vous résume la doctrine comme elle se présente. Premièrement, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Par conséquent, tous les êtres humains sont semblables. L'intuition du progressisme et de l'esprit des Lumières est confirmée par la menace de mort qui place sur tout le monde si on ne respecte pas cet écosystème. C'est neuf dans l'histoire des idées.
Deuxièmement, si nous sommes tous semblables et que nous dépendons tous du même écosystème, alors il y a un intérêt général humain. Dans les années 70, on a trouvé que c'est une obsession, mais ça a été le final hein, d'une manière de penser. Chaque fois qu'on disait intérêt général, il y avait quelqu'un qui répliquait intérêt du capital. Parce que l'intérêt général, c'est une idéologie. Non, l'intérêt général n'est pas une idéologie. L'intérêt général est un besoin, une nécessité. S'il y a un intérêt général, nous devons le trouver. Parce qu'il ne s'impose pas à notre vision tout de suite. Comment allons-nous y arriver? En discutant. Pour en discuter, il faut en discuter librement. Cela signifie, premièrement, que l'homme ne donne pas d'ordre à la femme au moment où l'on discute et où l'on pense. Deuxièmement, que le patron ne décide pas à la place de l'employé. Troisièmement, que n'importe quel puissant ne doit pas intimider mais aider à réfléchir. Et enfin, cela signifie qu'il ne doit pas y avoir de vérité non discutable. Et aucune vérité venue de l'extérieur ne doit se plaquer sur la liberté de discuter. Donc, les institutions publiques doivent être laïques, séparées des vérités de la religion. Non pas par mépris pour les vérités de la religion, mais tout simplement parce qu'elles sont indémontrables et contradictoires entre elles. Et que si nous respectons la foi de chacun, nous voyons bien qu'elle ne peut pas avoir sa place dans la discussion politique, pour la raison que la discussion politique ne peut être menée et conclue que sur la base d'arguments échangés et dont la validité est éprouvée par la preuve de l'expérience. Ainsi, vous voyez, chacun est appelé à dire non pas ce qu'il croit bon pour lui, ça c'est juste la démocratie, mais ce qu'il croit bon pour tous, ça c'est la République. Il y a un lien entre la République, chose commune, et l'écologie politique, parce que l'écologie politique ne parle que d'une chose, des biens communs. Et si elle parle des biens communs, c'est donc qu'ils sont communs, et ça c'est l'intuition du communisme. Et nous n'arriverons à nous en sortir qu'en relation les uns avec les autres et par des solidarités d'intérêt. Ça, c'est le socialisme. L'éco-socialisme propose donc une synthèse politique du républicanisme, du socialisme et de l'écologie politique. J'ai essayé d'en présenter les fondements, comme un matérialiste que je suis, au sens philosophique. Autrement dit, je n'ai pas proposé une utopie. J'ai essayé de déduire un régime politique de l'observation des faits concrets auxquels il peut répondre. Et si ce que je dis ne répond pas aux faits concrets, alors ça ne vaut rien. On a le devoir de le jeter à la poubelle, pour passer à quelque chose qui nous permette de rendre compte des faits concrets. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré la contre-démonstration. J'ai rencontré des affirmations idéologiques. Que le marché peut tout, que les gens sont trop individualistes, blablabla. Bla, 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 bla. Les idées sont les enjeux de la politique. La conscience est l'enjeu de la politique, rien d'autre. Quelque chose que j'ai dit il y a un instant est passé trop vite dans ma phrase. J'ai dit, nous ne pouvons trouver l'intérêt général humain qu'en débattant librement. Virgule, j'ai oublié un mot, contradictoirement. Pour qu'un point de vue soit un point de vue rationnel, il faut qu'il ait été débattu contradictoirement. Votre ennemi, c'est le consensus. Quand tout le monde est d'accord sur quelque chose, méfiez-vous. Il manque une pièce dans le puzzle. Et si vous êtes tous unanimes, méfiez-vous. Quelque chose ne tourne pas rond. Comment c'est possible que des gens qui se disputent sur tout le reste du temps soient d'accord à ce moment-là? S'ils sont tous d'accord pour dire que le marché est bon, méfiez-vous. Ils doivent y trouver leur compte. Etc., etc. La démocratie n'est pas une concession que nous ferions, comme on pouvait le dire avant, dans l'ancien communisme. Certains le disaient, bon, il y avait une étape transitoire. Non, non, non. La contradiction est la condition du débat qui permet de fixer l'intérêt général. Voilà pourquoi nous sommes en affrontement total avec le système néolibéral. Parce que pour lui, une fois que les évidences sont fixées, elles ne sont plus discutables. Le marché n'est pas discutable. La concurrence libre et non faussée, c'est une loi de la nature, M. Mélenchon. Et comme dit M. Juncker, il n'y a pas de décision démocratique contre les traités européens. Si bien qu'un système qui au départ liait en quelque sorte magiquement le capitalisme et la démocratie, on dit ah ben ça va ensemble, hein, parce que quand c'est vous, il n'y a plus de démocratie. Aujourd'hui c'est l'inverse. Le capitalisme est fondamentalement hostile à la démocratie, pour une raison qui ne doit rien à l'idéologie, mais à la manière dont il mène ses intérêts. Et je vais en donner qu'un seul exemple, c'est les fameux tribunaux d'arbitrage. Dans tous les pays, il y a des lois. Les lois s'appliquent à tout le monde et elles sont légitimes parce qu'elles sont décidées par tout le monde. Dans les tribunaux d'arbitrage, c'est le seul moment où une catégorie de la population, le rentier, le propriétaire des actions, décrète que lui, la loi, ça ne le concerne pas.
Parce qu'il va s'arranger dans un rapport de gré à gré dans un tribunal d'arbitrage. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'État. Vous pouvez décider ce que vous voulez, ça ne s'applique pas à eux. C'est ça qui est prévu dans le grand marché transatlantique. Ce n'est pas une petite chose que de dire qu'il n'y a plus de tribunaux publics et qu'il n'y a plus de loi. Parce que s'il n'y en a plus pour eux, alors pourquoi y en aurait-il une pour nous? Et pourquoi celle qui prévaudrait pour nous pourrait être autre chose que la loi du plus fort, comme c'est le cas dans les rapports de force entre les capitalistes et les États? Vous voyez, j'ai essayé de résumer comme je pouvais, du mieux que je pouvais, les concepts et leur manière de s'emboîter. Les leçons de méthode que je prétends donner sont les suivantes. On ne déduit pas une stratégie politique et une pensée politique d'autre chose que des faits. La pensée politique qui est attendue d'un responsable politique, c'est pas qu'il invente de la sociologie, de l'anthropologie, de la science et toutes ces choses auxquelles il doit au contraire emprunter, mais qu'il propose une mise en perspective par rapport à des tâches à accomplir. Vous devez accomplir la tâche de la subversion contre l'économie financiarisée, contre l'économie productiviste. Vous devez accomplir la révolution citoyenne. De toute façon, elle aura lieu. Ce qu'on ne sait pas, c'est de quel côté elle va. La révolution citoyenne, c'est les gens s'emparent du pouvoir. C'est pourquoi, pour des gens comme moi, la question de la formation d'une assemblée constituante est le cœur de notre stratégie révolutionnaire. C'est pas une idée comme ça parmi d'autres pour dire ah ben tiens on va décider, on va changer la constitution pour l'aérer, la moderniser. J'ai entendu ça à plusieurs reprises. Non, il ne s'agit pas de ça du tout. C'est qu'à l'ère du peuple, quand vous avez ces masses immenses urbanisées, de gens qui ont des multitudes de destins au point qu'on peut les nommer la multitude. Des gens qui descendent de l'ascenseur, ils sont tous ensemble pour descendre, mais après l'un va faire ci, l'autre va faire ça, celui-ci vient de là, celui-là d'autre d'ailleurs. Cette multitude qui semble avoir des destins sans aucun rapport les uns avec les autres, en tout cas rien qu'on puisse identifier, peut devenir un peuple et le devient chaque fois qu'elle essaye de récupérer la souveraineté collective sur les affaires qui le concernent. La mutation de la multitude en peuple, c'est l'objet de la science politique de l'écosocialisme. Comment transforme-t-on cette diversité, cette bigarrure de destin en une volonté collective? Il y a une manière opératoire qui ne doit rien à la magie. C'est la constituante, parce que vous demandez aux gens de se définir eux-mêmes quels droits ils se reconnaissent les uns aux autres. Voilà pourquoi, s'il y a une stratégie révolutionnaire, il va y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi dans cette salle, ils me diront comment est qu'on de faire une révolution autrement. S'il s'agit de projeter sur nous-mêmes les délires ou les rêves qui n'ont jamais existé, d'après lesquels les révolutions victorieuses se faisaient à coups de bâton ou à coups de fusil, je voudrais rappeler qu'à chaque fois, les bâtons et les fusils, ça a été contre nous. Et que quand il a fallu en prendre, c'était pour riposter, rarement pour prendre le pouvoir. Rarement. Si la grande révolution de 1789 prend cette profondeur, si elle va jusqu'au bout des principes qu'elle est, au début elle ne fait que balbutier, c'est parce que notre pays est envahi et agressé, de l'intérieur et de l'extérieur, et ainsi de suite. Je vous passe celle de 1917, dont vous auriez bien tort de croire qu'elle est le résultat d'un complot bolchevique. C'est tout simplement la lassitude d'une population qui n'en pouvait plus, de 4 ans de guerre meurtrière dans une armée mal préparée, souffrant pire que tout, comme ça a été le cas dans notre pays, comme vous pouvez le vérifier, chaque fois que vous allez dans le moindre village, regardez la liste des monuments aux morts, et vous verrez comment 20% de la population masculine a été décimée par cette guerre. Alors, c'est un sursaut qui fait tout rejeter le système. Vous aurez le même sursaut, vous ne savez pas de quel côté il va aller. Peut-être qu'ici, vous allez faire aller chez les gens qui vont vous expliquer que la solution, c'est de se méfier du voisin, qui a un foulard sur la tête ou qui n'a pas la bonne couleur de peau. C'est-à-dire la guerre ethnique, le refus de l'autre, la guerre civile, parce que c'est à ça que débouche la pensée du Front National. À la guerre civile, parce que le peuple français n'est pas un peuple ethnique, ce n'est pas une race, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une couleur de peau. Le peuple français, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ce contrat politique est proposé à l'humanité entière. Ce n'est pas vrai tout le temps. Ce n'est pas vrai tout le temps. Ce n'est pas vrai toujours. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à concevoir. Je ne sais pas quel souvenir vous allez garder de mon passage ici, ni moi-même, ce qui va m'en rester. Peut-être qu'il est prévu quelque chose maintenant qu'on me pose des questions, je ne sais quoi. Comment oui? Juste, je voudrais qu'une fois dans votre vie, pour ceux qui ne sont pas de mon bord, vous ayez entendu un orateur de gauche présenter la cohérence de la pensée des gens de gauche.
Nous ne sommes pas motivés par la contemplation de nos feuilles de paye seulement. Nous ne sommes pas que dans la revendication, même si on n'avait pas revendiqué, il ne se serait jamais rien produit de bon pour les nôtres. Nous sommes mus par un idéal humaniste. Personne ne s'est jamais fait tuer pour un différentiel d'inflation, qui pourtant coûte fort cher à beaucoup de monde. Mais des milliers de gens se font continuellement martyriser pour des notions aussi confuses que la dignité, la liberté ou l'égalité. Le message universaliste est votre frontière à garder. Universaliste, l'humanité est une et indivisible dans sa constitution, mais surtout dans sa dépendance au milieu dans lequel il est. Voilà comment j'estime que l'écosocialisme peut vous fournir un cadre idéologique. Il n'est pas parfait, il n'est pas fini, il n'est pas fignolé. Il y a bien des choses que j'aurais pu développer sur l'anthropologie, mais voilà. Le livre, il existe dans la forme que vous connaissez aujourd'hui. J'en suis pas très content, je trouve que c'est pas assez fluide, c'est pas assez bien écrit. Donc il y aura une édition de poche qui va paraître au mois de février. J'espère que je l'aurai amélioré d'ici là. Et sans doute que je voudrais que vous sachiez que la suite de ce que je vais faire dans ce pays, les principes qui m'animeront sont inscrits dans ce livre. Donc personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Restez, il y a une petite